Alors, bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup d'être là. On a l'honneur d'avoir Daniel Breton. Écoute, il n'y a pas personne de plus dynamique que ça dans la mobilité au Québec, au Canada même. Donc, on va parler des véhicules légers et lourds électriques, une partie de la solution. Fait que j'aime bien Daniel parce que c'est un gars franc puis il dit toujours les vraies choses. Donc, on est très heureux de l'avoir ici cet après-midi. Daniel est président et directeur général de Mobilité électrique Canada, une des plus anciennes associations dédiées à l'électrification des transports dans le monde. Cette organisation compte parmi ses membres la plupart des fournisseurs d'électricité canadiens, des fabricants de véhicules légers, moyens, lourds et hors route, des fabricants d'infrastructures de recharge, des villes, des universités, des syndicats, des entreprises technologiques, des sociétés minières, des centres de recherche des ministères, des ONG environnementales, des associations de propriétaires de véhicules électriques, des gestionnaires de parcs automobiles. Ancien ministre québécois de l'Environnement, du Développement durable, de la faune et des parcs, il a été le premier élu en charge d'une stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada en 2012. Diplômé en gestion durable du carbone, il a écrit plusieurs ouvrages sur le thème de l'électrification des transports, des changements climatiques, de la pollution atmosphérique et de la transition énergétique depuis 2009. Puis je pense aussi que tu travailles sur un autre livre encore. Alors, un gros merci, Daniel, d'être là. Merci beaucoup, Eric. Et merci pour le travail que toi, tu fais avec ton équipe d'Écosphère. Bonjour tout le monde. Je ne me présenterai pas, il vient de le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler, dans le fond, Eric a dit tout à l'heure que j'ai l'intention d'écrire un autre livre. C'est pour une raison fort simple. C'est que ces temps-ci, j'ai ni le temps ni le goût d'écrire un livre sur les véhicules électriques, mais j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il se dit tellement de fausseté, de niaiseries, de demi-vérités sur les véhicules électriques ou l'électrification des transports en général qu'il va falloir remettre les pendules à l'heure. C'est simple comme ça. Moi, je vois toutes sortes d'articles. Là, je suis sidéré. Puis il y a des gens qui parlent. Je parlais avec des gens ici dans l'industrie. Ils disent, ouais, mais là, les mentalités ont évolué. Pas tant que ça. Oui, il y a des choses qui avancent, mais il persiste énormément de préjugés et il y a de nouveaux préjugés qui apparaissent avec le temps. Et moi, j'ai donné une entrevue pas plus tard qu'hier soir à LCN où une journaliste me disait, « Ouais, une voiture électrique, là, c'est cher, là. Qui a les moyens de s'acheter une voiture électrique? Je suis pas riche. » J'écoute, il y a des voitures électriques au même prix qu'une voiture compacte à essence présentement, là. Et quand tu calcules le coût total de propriété, donc calcule prix du véhicule, prix d'entretien, prix d'énergie, valeur de revente, ça te revient moins cher. Mais ça, c'est une chose à laquelle on n'est pas habitué. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, bien, ton paiement mensuel, il est de temps. Puis là, on est passé. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir de l'époque où les gens payaient en 36 ou 48 mois. Aujourd'hui, les gens payent entre 72 et 96 mois de voiture. Et ça, c'est rendu la norme. Ce qui me sidère complètement. Imaginez à 6 % une voiture à 84 mois, tu as payé 2 fois la voiture. C'est fou raide. Puis là, il y a le phénomène de ce qu'on appelle les balloons. Vous êtes au courant de ça? Les balloons. C'est quelqu'un qui dit, je veux changer de voiture avant la fin de mon terme, donc je change de voiture. Puis là, mettons qu'il y avait un prêt à 72 mois. Là, il dit, je t'en vends une neuve, puis il dit, ça va te coûter le même prix, mais sur 84 mois. Puis là, il rechange, puis il dit, je t'en donne une autre, ça va te changer le même prix, mais sur 96 mois. Là, tu finis par te retrouver avec un véhicule qui vaut 35 000 $ puis des paiements pour un véhicule de 45 000 $. Et on en voit de plus en plus de ça. Et ça, je trouve que c'est extrêmement pernicieux comme façon de développer des affaires. Je vais vous donner quelques informations. En électrification des transports ces temps-ci, on assiste à une révolution industrielle qu'on n'en a pas vue depuis un siècle. Et ça ne se fait pas grâce aux constructeurs, ça se fait malgré les constructeurs. On va se dire, la plupart des constructeurs... Bonjour Brigitte. La plupart des constructeurs n'ont pas pris le virage électrique de gaieté de cœur. Moi, je veux dire, je vois beaucoup de publicité à la télévision de la part de différents constructeurs qui vous annoncent en long et en large la toute nouvelle voiture électrique extraordinaire, dont certaines qui sont ici. Vous arrivez chez le concessionnaire, qu'est-ce qu'on vous dit? 6 mois, 1 an, 2 ans d'attente. Donc, ils livrent les véhicules au compte-gouttes. Malgré ça,
il y a eu quelques facteurs qui ont fait en sorte que la révolution se fait malgré des constructeurs. Il y a la réglementation, puis il y a Elon Musk. On peut résumer ça à ça, là. Il y a Elon Musk, que les gens l'aiment ou ils le détestent. Il a vraiment brassé la cage de l'industrie automobile de façon significative. Pour vous donner une idée, en 2022, 45 des véhicules électriques vendus au Canada, c'était des Tesla. Je veux dire, c'est simple comme ça. Et la réglementation. Pourquoi la réglementation? Parce que de plus en plus de juridictions et de pays forcent le virage dans le cadre de la lutte au changement climatique. La Chine, la Corée, l'Europe, certaines provinces canadiennes comme le Québec et la Colombie-Britannique, évidemment aux États-Unis, la Californie et une quinzaine d'autres États qui suivent l'exemple de Californie. Donc, n'eût été de la réglementation, on n'assisterait pas à une telle révolution industrielle. C'est vraiment ça, le vrai nerf de la guerre, c'est la réglementation et Tesla qui force le jeu. Donc, le 1,2, écoutez, on parle 1200 milliards de dollars d'ici 2030, c'est monumental. Et ça ne compte pas les infrastructures de recharge et la mise à niveau des réseaux d'électricité. Donc, on peut calculer à peu près 2000 milliards de dollars qui vont être investis dans les véhicules légers seulement. Si on ajoute les véhicules lourds, d'ici 2040, on peut ajouter un autre milliard de dollars. Un autre 1000 milliards de dollars. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'industrie est en train de se transformer à vitesse grand V. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'étais à l'annonce de l'usine de batterie de Volkswagen à Saint-Thomas, en Ontario. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias. Et là, beaucoup de gens disent on donne 13 milliards de dollars au constructeur Volkswagen pour venir faire des batteries au Canada. Vous avez certainement entendu ça. Moi, j'étais là. Moi, ça fait des années que je travaille avec le ministre François-Philippe Champagne, qui est en train de ressusciter l'industrie automobile canadienne qui était sur le point de crever. Parce que depuis 20 ans, l'industrie automobile canadienne était sur son déclin inexorable. Et depuis 2 ans, il y a une renaissance à laquelle on assiste à cause des investissements du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, du gouvernement de l'Ontario, pour relancer l'industrie, pour recréer des emplois, pour faire en sorte que l'industrie des véhicules légers, moyens et lourds ait un avenir au Canada. Ce qui a beaucoup bousculé la donne, pour ceux qui l'ignorent, c'est Joe Biden qui est arrivé avec ce qu'on a appelé le Inflation Reduction Act l'année passée. Eux autres, ils ont dit, qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas développer une industrie de l'électrification des transports américaine? En fait, on va reculer dans le temps. Moi, j'ai 60 ans, là. Je me rappelle la première guerre du pétrole. La première crise pétrolière, c'était quoi? C'est l'OPEP, 73-74. Pour ceux qui s'en rappellent, 73-74, il y avait des files d'attente aux pompes, puis le prix du pétrole avait augmenté de façon radicale, de 10 cents le gallon à 25 cents le gallon. C'est à peu près ça. Mais ça avait causé tout un choc. Deuxième crise pétrolière, j'étais à l'université, en 79, 80, 81, guerre Iran-Irak, on a une deuxième crise pétrolière, et là, on voit que les gens disent, on a un problème. On a un problème d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue géopolitique, parce qu'on est vulnérable face à notre approvisionnement en pétrole. Moi, qui étais à l'université à l'époque, j'avais eu des discussions et il y avait quelqu'un qui était venu nous faire une présentation sur l'avenir de l'économie mondiale en lien avec l'énergie. Et cette personne-là avait dit, il faut s'assurer de remettre les pays de l'OPEP à leur place. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Il faut s'assurer de remettre les pays de l'OPEP à leur place. J'ai trouvé cette déclaration-là assez culottée et un peu colonialiste, on va se le dire. Et là, j'ai dit à cette personne-là qui m'a dit ça, j'ai dit, est-ce que je suis en train de comprendre que vous voudriez les remettre dans l'état de colonie? Et cette personne-là s'appelait Robert Bourassa. Et les gardes du corps qui étaient avec M. Bourassa m'ont regardé d'un œil un peu croche en disant « Hey, toi, pour qui tu te prends? » Et ça fait 40 ans. Fait que, bref, là où je veux en venir, c'est que présentement, la révolution technologique à laquelle on assiste, qui est en lien avec les énergies renouvelables et l'électrification des transports, est beaucoup liée à quoi? C'est lié à la transformation de l'économie vis-à-vis l'approvisionnement, entre autres choses, de minéraux critiques nécessaires aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques. Dans les dernières années, moi, j'ai parlé au gouvernement canadien et j'ai parlé au gouvernement américain, puis je leur ai dit, on est face à un dilemme qui ressemble à celui auquel
on a été confronté il y a 40-50 ans. C'est-à-dire que le contrôle de l'extraction et surtout du raffinage des minéraux critiques est sous la Chine. C'est la Chine qui a pris le contrôle de cette industrie-là. C'est-à-dire qu'ils débarquent en Afrique, qui débarquent en Amérique du Sud, qui sont débarqués au Canada pour dire, nous, tout ce que vous allez développer ou extraire de votre pays, nous, on prend tout ça. Et donc, ils ont signé des contrats d'exclusivité pendant des années, un peu partout dans le monde. Et le raffinage est en grande partie contrôlé par des compagnies chinoises. Ce qui nous amène à un nouveau problème géopolitique, parce que ces temps-ci, la Chine et les États-Unis, ce ne sont pas des amis. Fait que, pour vous donner une idée à quel point il y a beaucoup de gens qui avaient compris ça, mais que les gouvernements ni du Canada ni des États-Unis ne semblaient vouloir entendre ou comprendre ça, le département de l'Énergie et le département de la Défense ont financé depuis des décennies la recherche chez Hydro-Québec pour l'avenir des batteries de véhicules électriques. Pourquoi? Parce que les gouvernements du Canada, les gouvernements du Québec, Hydro-Québec eux-mêmes, ne voyaient pas l'intérêt de développer de la recherche et du développement en matière de nouvelles batteries d'avenir. Mais les départements de l'énergie, les départements de défense américains, eux autres finançaient Hydro-Québec avec Berkeley. Donc, on parle d'enjeux qui vont au-delà de l'environnement, on parle d'enjeux géopolitiques, des enjeux de sécurité nationale. Donc, lorsque moi, souvent, je parle avec des élus au niveau fédéral, je leur dis, les Américains veulent développer leur propre chaîne d'approvisionnement pour avoir une industrie des véhicules électriques et des énergies renouvelables. Ils sont en compétition avec les Chinois. Pour le moment, une bonne partie de la matière première raffinée vient de la Chine. Donc, pour se défaire de cette vulnérabilité-là, pour ne pas avoir à revivre ce qu'on a vécu il y a 40 ans avec le pétrole, il faut s'assurer de travailler de façon intelligente géopolitiquement. Les minéraux critiques, il y en a au Canada, de façon, je dirais, intéressante. Donc, quand les États-Unis et le Canada veulent travailler ensemble, il faut faire en sorte que ça se fasse je dirais, d'égal à égal, pseudo. Il y a 2 ans, le président Biden et le premier ministre Trudeau ont signé une entente de collaboration sur le développement de minéraux critiques et la fabrication de batteries. Fait que là, nous autres, on a dit, bonne idée, pour des raisons géopolitiques, on ne va pas se retrouver dans la merde à dire on va être obligé de dépendre des Chinois parce qu'ils peuvent fermer le robinet. Pareil comme ce qu'on voit ces temps-ci avec la Chine. Pas la Chine, avec la Russie et le gaz naturel. Pour mémoire, en 2008, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, en 2008, le gouvernement de Jean Charest avait signé une entente de diversification de ses sources d'approvisionnement d'énergie avec Gazprom pour avoir son gaz naturel. Moi, en 2008, j'avais dénoncé ça. J'ai dit, il ne faut vraiment pas être allumé trop pour penser que de s'approvisionner en gaz naturel de la Russie, c'est une bonne idée. Mais les Allemands l'ont fait pareil, puis ils se sont retrouvés dans la merde. Et j'ai d'ailleurs eu une discussion avec les gens de Volkswagen hier à ce sujet-là. Tu sais? Fait que bref, pour toutes sortes de raisons, dont environnementales, mais aussi géopolitiques, économiques, il faut voir comment on peut développer une chaîne d'approvisionnement canadienne ou nord-américaine pour être capable de ne pas être vulnérable aux chaînes d'approvisionnement qui viennent en bonne partie de la Chine. Ou encore, par exemple, qui vont aller prendre leur cobalt de l'Afrique. Puis ça, c'est dans des conditions inhumaines qui vont faire en sorte que d'un point de vue éthique et humain, ça n'a pas de bon sens. Clean Energy Canada a publié un rapport il y a quelques mois à peine qui a déterminé que si on s'en allait vers ce qu'on appelle une énergie net zéro, une économie net zéro, on se retrouvait dans la situation où, en 2050, il y aurait 2,2 millions plus de jobs dans les énergies propres. On perdrait à peu près 1,5 million de jobs dans les énergies fossiles au Canada. Donc, on aurait un bénéfice net de 700 000 emplois de plus au Canada dans les énergies renouvelables. Évidemment, les gens de l'Alberta ne sont pas tellement contents quand je leur montre ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas le choix de faire une transition et d'accélérer cette transition. Mais ça, c'est une chose qui fatigue beaucoup de monde. Si on regarde le Québec, on parle de 500 000 emplois à l'horizon 2050 dans les énergies propres. 500 000 emplois. Faisons un calcul rapide. On est présentement à peu près 8 millions. Mettons qu'on augmente de 40 % d'ici 2050. Donc, 8 plus 4, on va être à peu près à 11 millions. On arrondit, là.
11 millions, 500 000 jobs sur 11 millions d'habitants. Si tu enlèves les gens à la retraite puis les enfants, c'est une proportion significative d'emplois, ça. Fait que l'enjeu ne sera pas de dire est-ce qu'on va avoir assez de jobs, c'est est-ce qu'on va avoir assez de monde pour remplir les jobs. Pour ceux qui l'ignorent, si vous vous achetez une Tesla Model 3 aujourd'hui, il y a 2 chimies de batteries différentes dans une Tesla Model 3. Il y a les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, et il y a les batteries LFP, lithium fer phosphate. Mais saviez-vous que les batteries nickel, manganèse, cobalt, les batteries NMC, ont été développées en bonne partie grâce à l'expertise et à la recherche faite à l'Université de Dalhousie par l'équipe de Jeff Dahn en Nouvelle-Écosse. Et les batteries LFP, lithium fer phosphate, ont été développées au Québec par l'équipe de Karim Zaïb. Donc, on peut dire qu'il y a beaucoup de développements qui ont été faits au niveau de la recherche sur les batteries qui proviennent du Canada. Et ça, c'est une chose que les gens ignorent. Je vais faire une petite parenthèse sur les batteries NMC, manganèse, cobalt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du cobalt, de l'aspect éthique du cobalt, là où on prend le cobalt, les conditions de travail des enfants. En fait, la réalité, c'est que, les constructeurs qui sont bien au fait, des conditions éthiques et humaines, du prix du cobalt, et 3, de l'enjeu du contrôle de la Chine sur l'approvisionnement de cobalt raffiné, ils ont décidé de diminuer de façon significative le pourcentage de cobalt dans les batteries. Ils ont commencé à voir où est-ce qu'on pourrait prendre notre cobalt ailleurs. Et de plus en plus, ils disent on fait des batteries sans cobalt. C'est pour ça que le prix du cobalt descend depuis 1 an et demi, 2 ans, parce que là, la demande pour le cobalt diminue. Ça fait partie des choses dont les gens ne sont pas au courant de ces réalités-là. Mais les constructeurs automobiles, on peut leur reprocher bien des choses, mais pas d'être cave à temps plein. Ils essayent de trouver des moyens pour diminuer l'impact environnemental, mais aussi diminuer leur vulnérabilité par rapport à l'approvisionnement en minéraux critiques. Elon Musk l'avait compris avant tout le monde, mais là, les autres commencent à allumer. Là. Ils commencent à dire on veut s'assurer d'avoir un approvisionnement facile. Les batteries lithium fer phosphate que l'équipe de Karim Zaïb a développées, c'est des batteries qui sont extrêmement faciles à faire parce que du fer et du phosphate, c'est pas rare et c'est pas cher. Et c'est durable. Et donc, ça fait en sorte qu'au fur et à mesure du temps, on va se retrouver avec de moins en moins de minéraux critiques problématiques pour les véhicules électriques. On va parler des terres rares un petit peu. Les gens sont tout mêlés sur ce que sont les terres rares. Le cobalt, le lithium, le manganèse, ce ne sont pas des terres rares. Le pourcentage de terres rares qu'on retrouve dans une batterie de voiture électrique, c'est quoi? C'est 0 %. Il n'y a pas de terres rares dans les batteries de voiture électrique. Malgré ce qu'il y a certains journalistes, il y a même un type qui a écrit un livre, qui a gagné un prix, qui s'appelait La guerre des métaux rares, Guillaume Pitron. Il est venu à RDI Économie il y a 2-3 ans dénoncer, c'était épouvantable, toutes les terres rares qu'on prenait en Chine dans des conditions épouvantables pour mettre dans les batteries de voiture électrique. Moi, j'ai écrit là-dessus, j'ai dit, écoute, mon chum, de 2 choses. C'est soit que tu es un incompétent ou tu es un menteur. Il y a 0 % de terres rares dans les batteries de voiture électrique. Cela dit, il y a des terres rares à 2 endroits particuliers dans les voitures. Dans les moteurs de voitures électriques. Pas les moteurs à induction, mais les moteurs à aimant permanent ont des terres rares. Donc, ça pose un problème. D'un point de vue approvisionnement, et d'un point de vue environnemental, et d'un point de vue éthique. Mais la réalité, c'est que BMW et Tesla sont arrivés avec des moteurs sans terres rares. Fait que c'est un autre problème qu'on évacue. Fait que là, on a vu depuis quelques mois le prix des terres rares diminuer de façon importante parce que là, on dit, ça aussi, c'est un autre problème qu'on veut tasser. Fait qu'au fur et à mesure qu'on voit les innovations technologiques arriver, on se débarrasse de problèmes éthiques, de problèmes géopolitiques et de problèmes économiques. Parce que le prix des terres rares est tel qu'on a une épidémie de quoi ces temps-ci liées aux terres rares? De vol de catalyseurs de voitures à essence. Parce qu'on retrouve des terres rares dans les catalyseurs de toutes les voitures à essence. Et ça, je trouve ça drôle, moi, quand les gens disent hey, c'est épouvantable l'environnement, les terres rares, les voitures électriques. Excuse, dans tous les systèmes anti-pollution des voitures à essence, il y a des terres rares.
Il y a même un animateur de télévision de TVA que je connais bien qui s'est fait voler son catalyseur 2 fois dans la même année à cause du prix des terres rares qui vaut plus que le platine ou qui vaut l'or. Donc, ça, ce sont des enjeux sur lesquels les constructeurs automobiles travaillent pour dire, OK, on a un problème là, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Et ça avance rapidement. Parlons du Québec. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre-Olivier Pinault qui écrit ses rapports qui s'appellent l'État d'énergie à tous les ans. Ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la consommation d'énergie, entre 1990 et 2020, la consommation totale d'énergie a augmenté de 11 %. Transport de voyageurs, si on regarde 2019-2020, moins 59 %. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé en 2019 et 2020 qui a fait qu'on a diminué la consommation? La COVID. La COVID. Le monde est resté chez eux. Mais si on regarde en 2019, vous allez voir, c'est épouvantable. La consommation d'énergie des voitures a diminué de 41 % et celle des camions légers a augmenté de 158 %. Pourquoi? J'entends pas. J'entends pas? Non. Parce qu'ils vendent juste des camions, c'est ça. Mesdames et messieurs, il semblerait que nous sommes une génération de camionneurs. Tout le monde s'achète des camions légers, des VUS, des pick-up, des multisegments, puis les voitures sont en train de quasiment tomber dans l'oubli. Vous savez qu'il y a une raison pour ça, hein? Outre ce qu'on appelle l'offre et la demande, il y a un côté réglementaire à la chose. Pourquoi? Parce qu'en 2011-2012, l'administration Obama a mis en place des normes de GES pour les véhicules de plus en plus sévères. Mais ils ont séparé ça en voitures et camions légers. Et donc, comme les normes pour les voitures étaient plus sévères, les constructeurs se sont mis à délaisser la fabrication de voitures pour faire des camions légers pour qu'ils se retrouvent face à des normes moins contraignantes. Donc, il y a des constructeurs qui ont quasiment, voire complètement abandonné la fabrication et la vente de voitures, juste parce qu'ils ne voulaient pas avoir à être contraints à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça fait partie de la réalité avec laquelle on est pognés, nous autres aussi, au Québec. Tu sais, aujourd'hui, tu veux t'acheter une petite voiture pas chère, il n'y en a plus. Il n'y a à peu près plus rien qui reste. Et c'est un vrai enjeu. Et même les voitures d'entrée de gamme, qu'avant on n'appelait pas d'entrée de gamme, une Honda Civic, le prix d'une Honda Civic en 5 ans a augmenté d'à peu près 50 %. Une Honda Civic, ça se vend plus de 18 000. Là. Ça commence à 26 000, 27 000. Tu l'équipes un peu, tu es au-dessus de 30 000. Quand on regarde les ventes totales de voitures, regardez, les ventes de camions légers, plus 253 % entre 90 et 2021. Les ventes de voitures, moins 69 %. Fait que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Et moi, je vais vous le dire, j'ai l'impression que c'est une bataille perdue d'avance. Ça fait combien d'années que je parle de ça? De dire aux gens, si vous n'avez pas besoin d'un camion léger, n'achetez pas un camion léger. Bien, d'abord, si vous n'avez pas besoin de voiture, achetez pas de voiture. T'sais, non, mais c'est vrai. Puis, si vous n'avez pas besoin de 2 voitures, achetez pas 2 voitures. Mes grands-parents n'ont jamais eu de voiture de leur vie. Mes parents en avaient une. Chez nous, on en a 2. Mais tu regardes les entrées de garage de la plupart des ménages, c'est entre 2 et 5 voitures dans l'entrée de garage. C'est vrai pareil. Donc, on est face à un problème où il y a beaucoup plus de gens sur la route. Bien, écoutez, je vais vous poser une question. Soyez attentifs. Je vais vous poser une question. Levez la main, tous ceux parmi vous qui ont déjà été pris dans le trafic dans la région. C'est faux. Vous n'avez pas été pris dans le trafic, vous êtes le trafic. Vous êtes le trafic. On fait partie du problème. Surtout si on recule en 2018, il y a un rapport qui a été publié par la Fondation David Suzuki qui a déterminé que le matin, à l'heure de pointe dans la région de Montréal, il y avait, tenez-vous bien, 14 millions de sièges vides qui circulaient. Pourquoi? Parce que la moyenne de gens à bord des voitures était de combien? 1,2 personnes par voiture. Si on augmenterait ça juste à 1,4, on enlèverait 150 000 voitures sur les routes. C'est fou de même. Le covoiturage et l'autopartage
sont des programmes qui devraient être développés de façon beaucoup plus affirmée que ça l'est présentement. Et moi, des fois, je m'astine avec des amis. J'ai un couple d'amis en particulier dont je vais taire le nom pour ne pas les humilier publiquement. Les deux travaillent au même endroit. Ils commencent à la même heure. Elle dit, oui, mais tu sais, si je vais aller faire des courses. Et ce sont deux professionnels, une comptable et une avocate. Tu sais? Fait que là où je veux en venir, c'est qu'on n'aura pas le choix. On aura beau dire, les voitures électriques, c'est bien, mais il va quand même falloir utiliser nos moyens de mobilité de façon beaucoup plus intelligente qu'on le fait présentement. On est gâtés, là, mais là, on a atteint le point de saturation au niveau de la congestion, des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique. Si on regarde le palmarès des ventes de véhicules neufs en 2022 au Québec, vous allez voir, c'est beau. 1 Ford F-150, 2 RAV4, 3 Silverado, 4 Ram 1500, 5 GMC Sierra. C'est comme si on était une province d'agriculteurs ou de travailleurs de la construction. C'est incroyable, hein? Les véhicules les plus vendus, c'est des pick-up. Puis, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le prix de vente moyen d'un pick-up. C'est 75 000 à peu près. Fait que quand les gens viennent me dire, tu sais, j'aimerais bien ça avoir une voiture électrique, mais j'ai pas les moyens. Excuse-moi, là, mais mes amis concessionnaires qui me disent, moi, des pick-up à 80 000, j'en vends toutes les semaines. Puis, ils se sont passés de véhicules utilitaires, parce qu'avant un pick-up, tu achetais ça parce que tu travaillais avec. Ce n'est plus le cas. C'est rendu un statut social, le pick-up. C'est rendu un salon sur 4 roues, mais qui est très, très, très pesant et très, très gros. Et pas stationnable au centre-ville de Montréal. Et malgré ça, j'en vois plein. Fait que ça vous donne une idée des problèmes auxquels on fait face. Pour ceux qui ne connaissent pas Elvis Gratton, là, think big, esti. On est en Amérique du Nord. Tu sais? Je trouve qu'on a vraiment une mentalité Elvis Gratton quand il est question de voiture, là. Ça me fait capoter. Puis je me fais insulter régulièrement, là, à cause de ça. Je dis, on peut-tu acheter un peu plus petit, là? Vraiment juste ce qu'on a besoin, là? Et tabarnouche, écoute, touche pas à mon char. J'ai des amis, quand le Cybertruck a été annoncé, j'ai des amis qui ont mis un dépôt sur un Cybertruck. J'ai dit, salut Fred, j'ai dit, écoute, tu es avocat. En quoi as-tu besoin d'un Cybertruck? Pas tout. Pour traîner ta mallette d'avocat? Non, non. C'est juste, c'est le fun, c'est à la mode. Hein, Fred? Fait que ça, là, c'est une bataille, je vous le dis, là, elle n'est pas facile, celle-là, parce que les gens tiennent à s'acheter des véhicules de plus en plus gros. Non, c'est pas une photo de moi, ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À travers le Québec, c'est 25 millions de sièges vides à combler. À Montréal, c'est 14,8 millions. Puis, tu sais, dans des trucs comme ça, là, tu sais, qu'on pourrait qualifier d'autobus scolaire, là, un Yukon XL, ça, on en voit plein sur les routes vides. Fait que, bref, quand je dis que les voitures électriques et les camions électriques sont une partie de la solution, c'est une partie de la solution, c'est pas toute la solution. Il faut utiliser les véhicules qu'on a de façon intelligente. L'auto solo, c'est une chose dont on doit se débarrasser autant que faire se peut, surtout si on fait du trajet régulier dans la même direction. Puis il y a des applications qui existent pour ça, pour l'autopartage et le covoiturage. Il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Il faut qu'on aille dans cette direction. On n'a pas le choix. La micromobilité. Vous savez, c'est quoi la micromobilité? Ça, c'est moi à Paris. Écoutez, à Paris, là, je ne sais pas si vous êtes conscient ou si vous le savez, le niveau de pollution atmosphérique à Paris, c'est incroyable. C'est incroyable. Nous autres, on ne sait pas, mais c'est parce que les autres sont tellement englués dans le diesel depuis tellement longtemps qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont pollués par le diesel. Moi, l'année d'avant, j'étais en Norvège. Et en Norvège, quand on se promène là-bas, quand il y a une voiture à essence qui passe, tu la sens, tu la remarques et c'est désagréable. Pourquoi? Parce qu'à Oslo, la moitié de la flotte de véhicules légers là-bas sont des voitures électriques. Eux autres sont très en avance sur nous. Tu sais, au Québec, 2 de la flotte de véhicules légers sont des voitures électriques. Là-bas, ils sont à 25 Puis à Oslo, ils sont à 50 Pour vous donner une idée,
Quand j'étais à Paris, j'ai dit, il y a trop de trafic, je dois me promener en vélo électrique ou en scooter électrique. Mais ça n'empêche pas qu'on sentait la pollution. C'était épouvantable. Et à un moment donné, j'avais fait un texte là-dessus. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Frédéric Allard de l'AVEC. C'est un chic type, puis quelqu'un qui fait la promotion de l'électrification des transports depuis longtemps. Ce que je disais, c'est qu'on est tellement habitué d'être englué dans notre pollution que il faut que tu ailles à un endroit où il n'y a pas de pollution pour commencer à te rendre compte à quel point c'est pollué. Et ça me rappelait un souvenir de ma jeunesse. Quand j'avais 25-26 ans, je travaillais comme portier dans un club sur la rue Saint-Laurent. Et à l'époque, dans les années 80-90, tout le monde fumait dans les bars et les restaurants. Vous vous en rappelez de ça? Oui. Et quand le gouvernement a légiféré pour dire « c'est fini la cigarette dans les bars et les restaurants », qu'ont dit les propriétaires de bars et de restaurants? On va fermer. Ça va être épouvantable, on va fermer. Bien, ces temps-ci, face aux constructeurs automobiles, c'est exactement la même chose qu'on nous raconte. C'est la même chose. Quel est le coût estimé économiquement de l'impact de la pollution atmosphérique au Canada, selon Santé Canada, en 2021? Avez-vous un chiffre? T'es pas loin, mais c'est plus haut que ça. 120 milliards. 120 milliards et 15 300 décès par année. 120 milliards par année. Le coût de la pollution atmosphérique. Les deux principales sources de la pollution atmosphérique, gaz et pétrole et transport. Au Québec, au niveau de la pollution atmosphérique, plus de 60 de la pollution atmosphérique au Québec provient de les transports. Fait que donc, on parle de sauver des milliards de dollars et des milliers de vies lorsqu'on passe à l'électrification des transports, lorsqu'on passe au transport actif et collectif. Mais ça, c'est comme si ça comptait pas. C'est comme si c'était pas important. Je dis, voyons donc, moi, je vais avoir mon char, je suis habitué. Puis là, on me sort toutes sortes d'excuses pour ne pas passer à l'électrification des transports. Ça, c'était scooter électrique en autopartage à Paris. Ça, j'aimerais ça qu'on retrouve ça à Montréal. Ça, je trouve que ça fait partie des choses qu'on aimerait voir. Mais là, vous avez vu, il y a eu un sondage. Scooter Lime, là, il y a eu un projet pilote ici il y a une couple d'années. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Ça a été abandonné parce qu'ils disaient c'est trop compliqué, les gens n'aiment pas ça, c'est le bordel. Fait qu'on abandonne ça. À Paris aussi, ils ont fait ça. À Paris, il y a eu un sondage de 2 avril où il y a 8 des gens qui ont voté. Puis les gens ont dit, 9 Parisiens sur 10 se sont débarrassés des scooters Lime. Entre autres à cause de ça. Mais la réalité, c'est que la micro-mobilité doit et va aussi faire partie des solutions. Ça ne peut pas être que les voitures. Il faut que ce soit le transport collectif, que ce soit les camions, il faut que ce soit la micromobilité, le transport actif. Tout ça fait partie de l'équation. Il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas une solution qui va tout régler. Et quand j'entends certains chroniqueurs patentés à la radio ou à la télé ou dans les universités dire les voitures électriques, c'est une illusion, ce n'est pas la solution, jamais vous avez entendu Daniel Breton dire que la voiture électrique était la solution. C'est une des solutions. J'ai jamais dit que c'était la solution. Parce que c'est pas la solution. La micromobilité en fait partie, les camions en font partie, le transport collectif en fait partie. Puis le troisième lien en fait pas partie. Pour ceux qui n'ont pas connu le projet Nomade, savez-vous c'est quoi le projet Nomade? C'est un projet du CNTA, le Centre national de transport avancé, qui est l'ancêtre de l'Institut du véhicule innovant, qui a été présenté il y a une dizaine d'années, qui était dans la plateforme de mon parti à l'époque où on avait proposé ça. C'est de fabriquer un véhicule en autopartage québécois pour les villes du Québec et même potentiellement les villes d'Amérique du Nord. Mais ce projet-là, il a été abandonné. Mais c'est un projet qui pourrait être relancé pour de nombreuses villes en Amérique du Nord. Pour faire en sorte qu'on a dit, on a une flotte de véhicules en autopartage, il faut apprendre des leçons qui ont été tirées d'autres projets ailleurs dans le monde, mais ça pourrait faire en sorte que Communauto pourrait avoir des véhicules fabriqués au Québec. On a toute la technologie nécessaire. Et plutôt que les gens deviennent propriétaires d'une voiture électrique, ou même juste d'une voiture, ou d'une deuxième voiture, ça pourrait faire partie de l'équation. Moi, il y a un hôtel où je vais parfois à Montréal qui s'appelle Humanity. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est à côté du Palais des Congrès. Il y a une partie hôtel, une partie condo, une partie appartement. Eux, ils ont une flotte de voitures électriques
en partage à cet endroit-là. Donc, les gens, plutôt que de s'acheter une voiture ou de s'acheter une deuxième voiture, bien, ils peuvent réserver le véhicule électrique qui leur convient pour le nombre d'heures dont ils ont besoin. Ça, c'est l'avenir de la mobilité, ça. Un peu comme Communauto, mais là, c'est que c'est réservé pour les propriétaires de la bâtisse. Ça fait partie des solutions d'avenir qu'on doit développer. Et ça existe et ça fonctionne. Il y a une compagnie qui s'appelle Louelec aussi. Louelec qui loue des voitures de l'autopartage corporatif pour les entreprises. Fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des flottes de véhicules électriques en autopartage. Je suis venu aujourd'hui avec cette voiture-là. La voiture à ma femme. Il me reste 5 minutes. Parfait. La voiture à ma femme, c'est une Smart Electric Drive 2018. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on se promène en voiture électrique. Regardez comment elle est petite, là. Ça n'a pas d'autonomie, ça, là. Ça, c'est 115, 120 km d'autonomie. 2 places. On prend des vélos. Des fois, on va se promener en région. On va pas loin. Il n'y a même pas de port de recharge rapide sur cette affaire-là, là. Ça, là, c'est le pire véhicule électrique qu'il n'y a pas, là. Tu sais, ça n'a pas d'autonomie, puis tu ne peux pas te recharger sur une borne rapide. Fait que tu ne peux pas aller loin. Mais malgré ça, après 10 ans, on s'en sert de façon intelligente parce que moi, qui voyage beaucoup, j'ai une voiture électrique à longue autonomie. Donc, on se l'échange dépendant des besoins. Donc, cette idée comme quoi tout le monde a besoin d'avoir des voitures électriques à 3, 4, 500 km d'autonomie, c'est complètement faux. C'est du gaspillage de matériaux, du gaspillage de batteries, c'est du gaspillage d'argent. Or, le problème auquel on fait face présentement en Amérique du Nord, c'est quoi? C'est que ces véhicules-là sont une espèce en voie de disparition. C'est que maintenant, une voiture d'entrée de gamme, tu as 350 voire 400 km d'autonomie. Les batteries sont de plus en plus grosses et les véhicules sont de plus en plus gros. On est atteint du même syndrome avec les véhicules électriques que celui dans lequel on est atteint avec les véhicules à essence. Et ça, moi, je plaide beaucoup auprès des constructeurs pour qu'ils amènent de petits véhicules électriques en Amérique du Nord, notamment au Canada ou au Québec. Et là, il y a la Fiat 500 électrique qui est supposée s'en venir dans les prochains mois. Mais j'aimerais ça qu'on ait une Volkswagen ID3, par exemple, qui arrive en Amérique du Nord. Ça aurait beaucoup de sens pour beaucoup de monde. Tu sais, de se faire dire, non, tout le monde veut des VUS, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise complète. Pour vous donner une idée, là, ma blonde mesure 1,50 m. Ça, c'était une Fiat 500 des années 60. Les gens se promenaient là-dedans avant. Aujourd'hui, là, t'embarques un jeune là-dedans, il va dire, écoute, je vais me faire tuer avec ça, là. Mais vous voyez à quel point on a été brainwashé à dire que c'est think big esti, là, c'est là-dedans. C'est là-dedans qu'on vit. Regardez. Connaissez-vous la Citroën Ami? La Citroën Ami, c'est une petite voiture à basse vitesse. Écoutez, c'est minuscule, qui se vend à compter de 7 000 €. Tu peux l'équiper jusqu'à 11 000 12 000 €. Mais c'est des voitures qui sont populaires, ça, là-bas en France. Beaucoup plus populaires que ça à quoi ils s'attendaient d'ailleurs. Puis ça, c'est la Fiat 500 électrique que j'ai testée pendant que j'étais en France. Pas beaucoup d'autonomie, mais en masse pour la plupart des besoins. En masse. Je tiens à rappeler une chose. Le Canada, selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie, est arrivé en dernière place de tous les pays du monde pour le pays dont la flotte de véhicules légers était celle qui avait la pire moyenne de consommation et d'émissions de gaz à effet de serre par kilomètre. De tous les pays du monde. Dead last. Même la Russie. Je cherche la Russie dans le tas, là. Regardez, vous voyez, United States, Philippines, Russian Federation sont 4e. On parle d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que, bref, tout ça pour dire que je pense qu'on peut être un peu mieux que dernier au monde. Fait que, présentement, en terminant, les constructeurs automobiles ont appris hier, à leur grand désarroi, que le gouvernement du Québec a annoncé, le ministre Charest est venu hier ici pour annoncer qu'il avait l'intention de faire en sorte qu'on ait 2 millions de voitures et de camions légers 100% électriques ou hybrides rechargeables en 2030 au Québec. 2 millions. Nous sommes à peu près présentement à 180 000 véhicules électriques au Québec. Ça veut dire que d'ici 2030, on va multiplier à peu près par 10, voire un peu plus, le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les routes du Québec. Les constructeurs automobiles n'étaient pas contents.
les associations de concessionnaires n'étaient pas contents. Mais la réalité, c'est que si ce n'était pas de la réglementation, on n'arriverait jamais à rien. Les constructeurs, pas tous, mais la plupart, se battent bec et ongle contre la réglementation depuis toujours. Et ça ne changera pas. Les constructeurs vont tout le temps dire « ça va trop vite, on n'a pas le temps, on a besoin d'un délai ». Mais la réalité, c'est que l'annonce du ministre Charette hier, c'était une bonne annonce. Et la même chose devrait s'en venir pour les véhicules lourds bientôt, pour les camions, les autobus et les autobus scolaires. Fait que, moi, je vous le dis, la réglementation joue un rôle prépondérant dans l'atteinte de nos objectifs et de diminution d'émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de vente de véhicules électriques. Sans ça, nous n'y arriverons pas. Ça a l'air que mon temps est fini. Ben non, on peut... Période de questions? Terminé. Une période de questions? Période de questions. Allons-y. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup. Yes. Justement, on parlait aussi des matières rares, etc. Mais le pétrole aussi, il faut le dire. Là, il y a, en Afrique, les déversements de pétrole dans les cours d'eau, les pêcheurs ne peuvent Oh oui. plus. Il y a des problèmes partout. C'est sûr que la production de n'importe quoi, c'est polluant. Je voulais juste vous demander, c'est quoi votre deuxième véhicule que vous prenez quand vous avez des plus longues distances, à part de la Smart? À part de la Smart. Je le prends comme ça, oui, c'est ça. C'est une Tesla. Une Tesla. Moi, je fais beaucoup de routes, puis les Tesla, ben, ils ont le meilleur réseau de recharge, puis ce sont des véhicules qui vont bien, fait que je ne peux pas vendre en Tesla. Je n'ai pas une Tesla E, j'ai une Tesla Model 3. Autre question? Oui. Oui, bonjour Daniel, merci pour la présentation. Excellent comme toujours. Petite question facile. On sait qu'on connaît l'expression « le monde attire le monde » avec l'arrivée de Volkswagen en Ontario et connaissant Elon Musk ayant aussi une nationalité canadienne, je crois. Est-ce qu'on peut espérer voir une usine Tesla arriver au Québec? Écoute, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'autres annonces qui vont s'en venir dans les prochains mois au Canada en lien avec le secteur manufacturier lié à l'électrification des transports. Je dois m'en limiter à ça pour le moment. Okay. Mais il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Avez-vous été surpris d'apprendre à Radio-Canada à la facture qu'une Smart peut coûter 36 000 de batterie? Vous avez pris ça, cette Non, je émission-là? n'ai pas été surpris. En fait, j'ai participé à ce reportage-là. En fait, c'est que la Smart a un gros... Oups. Ah, bon. On va la remettre. Pas de trouble. En fait, c'est que la Smart de ma blonde et les Smart ont un gros défaut. C'est qu'ils ont développé ce qu'ils appellent le junkyard mode. C'est-à-dire que quand la batterie 12 volts tombe morte, au bout d'un certain temps, la batterie lithium-ion tombe morte aussi. Le véhicule ne peut plus se recharger. Donc, la batterie, dans le fond, devient inutilisable. Et comme ce sont des batteries qui se sont vendues en petite quantité, parce que des Smart électriques, il n'y en a presque pas eu, les batteries sont très chères. C'est juste pour ça. Pardon? Une Smart neuve, ça coûtait... L'auto à ma blonde, il a coûté 32 000. Ah oui, mais ça, c'est comme les pièces. C'est comme les pièces de voiture qui se vendent beaucoup trop cher. Mais les Smart, c'est une erreur de Mercedes. C'est une compagnie Mercedes qui ne croyait pas aux voitures électriques, qui ont fait ça par obligation. C'est ce qu'on appelle des compliance cars. C'est pour ça que je disais à ma blonde, change ta batterie 12 volts, parce qu'on veut que la batterie d'origine dure. La batterie d'origine dure très bien, il ne faut juste pas que la batterie 12 volts tombe morte. Il ne faut pas oublier aussi que maintenant, il y a de plus en plus de compagnies qui se lancent dans la réparation des batteries aussi. La réparation de batteries, parce que c'est c'est souvent juste une cellule ou quelques cellules qui sont défectueuses. Oui, mais dans le cas dont il parle, la dame à la facture, quand la voiture s'est rendue chez Simon André, parce qu'on parle de lui entre autres, il était trop tard. Okay. Parce qu'il y avait des mécaniciens incompétents qui avaient mis la main dedans, qui avaient scrappé la batterie. Est-ce qu'il y a une nouvelle batterie comme Solid State qui s'en vient ou quelque chose de nouveau? Parce que moi, je te dis, c'est fini le lithium-ion, j'ai d'autres choses de meilleures que ça. Je veux savoir c'était quoi, on va entendre parler de ça. Il a fait ça comme ça? Ben non, c'est moi qui OK. Les batteries lithium-ion sont ici pour rester. Il va y avoir des batteries à l'état solide qui s'en viennent d'ici une dizaine d'années. Mais moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de batteries lithium-fer-phosphate avec des batteries lithium-fer-phosphate plus performantes qui vont arriver sur le marché. Les batteries au sodium. Ce qui veut dire qu'on va avoir une panoplie de différentes chimies de batteries qui vont être
utilisés pour être optimisés dépendant de la fonction du véhicule. Tu comprends? Dernière question. Excuse, il y avait monsieur aussi en arrière. Bon, si on fait ça vite, peut-être, oui. Oui, bonjour. J'aimerais ça savoir, au niveau réglementaire, pensez-vous qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire pour endiguer un peu le fléau de l'essor des camions légers par rapport aux voitures? Oui. Puis qu'on est en train de transférer aux véhicules électriques. Là, je me promène ici, je vois pas beaucoup de smart. Là. Hein? On s'entend? Non. Est-ce qu'au réglementaire, on peut faire de quoi? Oui. Ça fait quoi? Ça doit faire 15 ans que je parle d'un bonus-malus, Éric? Tu sais? Puis les gouvernements, successivement, ont refusé d'embarquer là-dedans. Même quand moi, j'étais au gouvernement, je parlais avec mes collègues, là, puis ils disaient, hey, dans mon comté, tout le monde a des pick-up. Là. Fait que, écoute, tu sais, fait que j'ai... Même en Californie, ils ne sont pas allés là. Fait que c'est un vrai problème nord-américain. Oui. Merci. Au lieu de demander aux gens de changer les véhicules à combustion pour des autos électriques, est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer une essence non fossile? Oui. Oui, mais c'est un processus qui s'est avéré peu efficace, coûteux et extrêmement énergivore. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Là, il y a Porsche qui travaille sur ce qu'on appelle... non, pas de clean fuel ni fuel cell, ça s'appelle le carburant synthétique. Le carburant synthétique, écoute, Porsche eux-mêmes, j'ai participé à un webinaire il y a quelques semaines. En 2035, ils prévoient que 10 des véhicules qui vont vendre en 2035 vont être à carburant synthétique. Notamment, ça va être les 911, les Porsche 911 qui vont rester en moteur à combustion interne et que le carburant synthétique, ça va être une affaire de riches. Fait que, tu sais, l'évolution des technologies de véhicules à batterie est tellement rapide que le carburant synthétique, ça va être un produit niché, même en 2035. Toyota avec le Mirai, écoutez, moi, je sens en blague, là. Moi, j'appelle ça, après la muraille de Chine, la Mirai du Japon. La Mirai, c'est-à-dire la voiture à hydrogène, c'est une belle illusion que Toyota essaie de nous vendre depuis longtemps. Ça ne fonctionne pas. Le gouvernement du Québec avait acheté 50 Mirai il y a 4-5 ans. Et puis, ils sont tous stationnés dans une cour, puis ils ne font rien avec, parce que ce sont des véhicules qui ne sont pas efficaces, qui coûtent une fortune en énergie. C'est un flop. L'hydrogène est pour les voitures, là, l'hydrogène est un flop, comme on a rarement vu des flops. Moi, ça fait 50 ans que je suis hydrogène. Ça n'a juste pas fonctionné. Oui, je sais, le Parti libéral promet ça, oui, je sais. Ça dépend peut-être, parce qu'on a justement les jeunes de l'université avec leurs bateaux à hydrogène ici, donc peut-être pour les bateaux, c'est mieux, mais... Non, mais pour le secteur maritime, pour le secteur aérien, peut-être, secteur industriel, mais pour les véhicules légers, là, on oublie ça, le game over. Bien, Monsieur Breton, un gros merci encore. Ça fait des années que tu donnes ton temps pour nous autres, puis c'est vraiment apprécié. Je ne sais pas comment te remercier.